Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, deux chapitres qu'on traite ensemble, parce qu'ils sont profondément liés. Les documents intégrés, qu'on appelle aussi les REDOC, et la redirection d'entrée-sortie. En réalité, un REDOC n'est qu'un cas particulier de redirection. Au lieu de rediriger depuis ou vers un fichier, vous redirigez depuis un bloc de texte écrit directement dans votre script. Comprendre l'un vous fait comprendre l'autre. C'est parti. Commençons par le concept des documents intégrés. Un document intégré redirige un bloc de commande ou de texte vers l'entrée standard d'un programme interactif, comme FTP, CAT, ou même l'éditeur de texte VI. La syntaxe utilise le symbole double inférieur, suivi d'une chaîne de limites, qui doit être suffisamment inhabituelle pour ne jamais apparaître naturellement dans le corps du document. Un exemple très concret. Diffuser un message à tous les utilisateurs connectés avec la commande WAL, en encadrant le texte du message entre deux occurrences de la même chaîne de limites. Et un exemple plus avancé encore, piloter l'éditeur VI de façon totalement non interactive, en lui envoyant directement les touches et les commandes qu'il faudrait normalement taper manuellement. Même un éditeur aussi improbable que VI peut être piloté par un REDOC. Cette technique, quand elle utilise l'éditeur X plutôt que VI, porte même un nom bien à elle, on parle de script par exemple. Un exemple pratique, remplacer un mot par un autre dans plusieurs fichiers texte, en bouclant sur chaque fichier et en envoyant à X les commandes de substitution et de sauvegarde nécessaires. Continuons avec des détails pratiques et des pièges à connaître absolument. Première astuce, l'option tiret, juste après le double inférieur, supprime automatiquement les tabulations en début de chaque ligne, mais surtout pas les espaces, ce qui permet d'indenter proprement votre code source sans polluer la sortie finale. Deuxième point important, un document intégré supporte nativement la substitution de paramètres et de commandes. Cela signifie que vous pouvez injecter des variables directement dans le corps de votre REDOC, et elles seront remplacées par leur valeur réelle. Mais vous pouvez aussi désactiver complètement cette substitution, en mettant simplement la chaîne de limites entre guillemets simple. C'est extrêmement utile pour générer un script littéral, un fichier de configuration, ou n'importe quel contenu où le symbole $ doit rester un symbole $ littéral, plutôt que d'être interprété comme une variable. Et voici le piège absolu à connaître sur les REDOC, la chaîne de limite finale doit obligatoirement commencer à la toute première colonne de la ligne. Un seul espace devant cette chaîne, et Bash ne la reconnaît tout simplement plus. Résultat, le document intégré continue indéfiniment, cassant complètement le reste de votre script, avec un message d'erreur souvent difficile à interpréter au premier abord. Passons maintenant à des usages plus avancés des REDOC. Il est possible d'initialiser directement une variable à partir du contenu d'un REDOC, en combinant la substitution de commande avec CAT. Il est aussi possible d'alimenter une fonction entière avec un REDOC, en lui fournissant toutes les données qu'elle attend normalement de façon interactive, ligne par ligne. Une technique particulièrement élégante, utiliser les deux points, la commande vide de Bash comme destinataire d'un REDOC. Cela crée ce qu'on appelle un document intégré anonyme, très utile par exemple pour vérifier que plusieurs variables sont bien définies, sans jamais réellement exécuter le contenu du bloc. Et voici une astuce vraiment géniale à connaître. Commenter un bloc de code entier, sans avoir à préfixer chaque ligne individuellement par un dièse. Plutôt que ça, vous encadrez simplement tout le bloc avec les deux points suivis d'un REDOC, et Bash ignorera complètement tout ce qui se trouve à l'intérieur. Parfait pour désactiver temporairement une portion de script pendant une session de débogage. Attention cependant à un piège associé, si le bloc que vous commentez de cette façon contient une référence à une variable non définie, avec la syntaxe $accolade variable point d'interrogation accolade, Bash peut malgré tout générer une erreur, même si ce code n'est théoriquement jamais exécuté. La solution, mettre la chaîne de limite entre guillemets simple pour désactiver toute interprétation à l'intérieur du bloc. Et pour finir cette partie, une utilisation vraiment maligne, le script auto-documenté. En combinant un REDOC anonyme contenant la documentation de votre script avec un outil comme SED pour extraire ce bloc à la demande, généralement quand l'utilisateur tape l'option "-h" ou "-help", vous créez un script capable de documenter lui-même son propre usage, sans jamais dépendre d'un fichier README séparé qui risquerait de devenir obsolète. Passons maintenant à une variante minimale des REDOC, les chaînes intégrées, aussi appelées earstring. La syntaxe est encore plus courte, une commande, suivie de 3 symboles inférieurs, suivie directement d'un mot ou d'une variable. C'est une alternative particulièrement élégante à la construction classique echo suivie d'un pip vers grep. Par exemple, plutôt que d'écrire echo variable, pip, grep, vous pouvez écrire directement grep, suivi de 3 symboles inférieurs, suivi de la variable elle-même. Une combinaison particulièrement puissante. Utilisez une earstring avec l'option -a de la commande read,
pour découper automatiquement une chaîne de caractères en un tableau, chaque mot devenant alors un élément distinct de ce tableau, directement accessible ensuite avec la syntaxe habituelle des indices. Passons maintenant aux fondamentaux de la redirection d'entrée-sortie. Il faut d'abord bien comprendre que 3 flux sont toujours ouverts par défaut dans n'importe quel programme. stdin, l'entrée standard, généralement le clavier, avec le descripteur numéro 0. stdout, la sortie standard, généralement l'écran, avec le descripteur numéro 1. Et stdr, la sortie des erreurs, également vers l'écran par défaut, avec le descripteur numéro 2. Le symbole supérieur simple redirige la sortie standard vers un fichier, en écrasant systématiquement son contenu précédent. Le symbole supérieur double, lui, ajoute la sortie à la fin du fichier, sans rien écraser. 2 supérieurs redirigent spécifiquement les messages d'erreur. Et depuis Bash version 4, l'esperluette suivie du symbole supérieur redirige à la fois la sortie standard et les erreurs vers le même fichier, en une seule opération. Et voici un piège absolument classique, mais redoutable, sur lequel il faut vraiment s'attarder. L'ordre des redirections change complètement le résultat final. Si vous écrivez d'abord la redirection de la sortie standard vers un fichier, puis ensuite 2 supérieurs esperluantins, les erreurs suivront bien la sortie standard vers ce même fichier. Mais si vous inversez l'ordre de ces 2 redirections, le résultat est complètement différent. Les erreurs continueront d'apparaître à l'écran, et seule la sortie standard sera écrite dans le fichier. La raison, chaque redirection capture l'état des descripteurs au moment précis où elle est exécutée, et pas après. Il est également possible de fermer explicitement un descripteur de fichier avec exec, suivi du numéro du descripteur, esperluant, -. C'est utile pour empêcher un processus fils d'hériter d'un descripteur ouvert dont il n'a pas besoin, puisque par défaut, tous les descripteurs ouverts sont automatiquement hérités par les processus enfants. Et bien sûr, le pip, cet outil de chaînage universel que vous connaissez déjà, permet d'enchaîner plusieurs commandes les unes après les autres, en redirigeant la sortie de chacune vers l'entrée de la suivante. Terminons avec exec, une forme de redirection particulière qui, contrairement à une redirection sur une seule ligne, dure pour tout le reste du script. Par exemple, exec suivi du symbole inférieur et d'un nom de fichier redirige stdin pour absolument toutes les commandes suivantes du script, et pas seulement pour la ligne immédiatement suivante. Un exemple pro très instructif. Sauvegardez d'abord stdin sur un descripteur libre, comme le numéro 6, rediriger ensuite stdin vers un fichier de données, lire tranquillement ce fichier avec plusieurs commandes read successives, puis restaurer stdin à sa valeur d'origine, et enfin fermer ce descripteur temporaire, pour qu'il redevienne disponible pour d'autres usages. Distinction cruciale à bien retenir ici. Exec, suivi d'un numéro de descripteur, suivi d'un fichier, affecte le script entier, ou même le shell courant tout entier. Mais la même syntaxe, sans le mot exec devant, n'affecte, elle, que les processus qui seront créés par la suite, pas le script dans son ensemble. Et voici enfin le véritable intérêt pratique de cette technique. Éviter un piège très classique lié aux sous-shells. Si vous utilisez un pip pour envoyer le contenu d'un fichier vers une boucle while, cette boucle s'exécute en réalité dans un sous-shell séparé. Résultat, toute variable modifiée à l'intérieur de cette boucle, comme un compteur qui s'incrémente à chaque ligne lue, disparaît complètement une fois la boucle terminée et affiche 0 à l'extérieur, ce qui n'est absolument pas le comportement attendu. La solution élégante à ce problème classique, utilisez exec pour ouvrir le fichier directement sur un descripteur dédié, comme le numéro 3, puis lire ce fichier ligne par ligne directement depuis ce descripteur dans votre boucle while, sans jamais passer par un pip. Comme aucun sous-shell n'est créé cette fois, la variable conserve bien sa valeur incrémentée, même après la fin de la boucle. C'est une technique absolument essentielle à connaître dès que vous travaillez avec des compteurs ou des accumulateurs à l'intérieur d'une boucle alimentée par un fichier. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, un document intégré redirige un bloc de texte entier vers l'entrée d'un programme, en utilisant le double symbole inférieur. Une chaîne intégrée fait exactement la même chose, mais pour une simple variable, avec le triple symbole inférieur. La redirection classique déplace stdin, stdout et stdr, en utilisant les symboles inférieurs, supérieurs, et la combinaison 2 esperluantins. Et exec rend cette redirection permanente pour tout le reste du script, une technique particulièrement précieuse pour éviter le piège du sous-shell qu'on vient de détailler. Si ce contenu dense vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, l'astuce du bloc de code commenté avec les 2 points suivis d'un REDOC, vous la connaissiez déjà, ou c'était une découverte aujourd'hui? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite.